do what we want to do. Hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Non, moi je suis coach. Attention les jeunes. Bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour Marc, et merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode du J2J. Alors, on est déjà au 4e épisode, mais 3e officiellement. On attendait avec beaucoup d'impatience cet épisode parce qu'on accueille un invité, plutôt une invitée. C'était une de nos idées depuis même la création. Depuis avant la création du podcast, quand on a eu l'idée de créer le podcast, c'était la première idée d'invité qui nous est venue. C'est vrai. Alors, flemmard, toujours seul, sans expérience et sans vocabulaire, voici les quelques qualificatifs de l'extrême inverse de notre invité du jour. Français, arabe, espagnol, anglais et araméen, voici toutes les langues qu'elle parle. Et malgré son emploi du temps très complet de travail, elle a quand même accepté de venir au J2J. Alors rien que pour ça, merci et bienvenue à Mahaba. Merci. Alors merci de m'accueillir avec autant d'enthousiasme et de m'avoir si bien présenté. Alors bonjour Charles et bonjour Marc. Bonjour. Je suis très contente d'être ici. Alors je me présente aussi, vu que vous cool. m'avez si bien présenté déjà avec des qualificatifs complètement adéquats. Alors je m'appelle Mahaba, j'ai 21 ans et je suis en France depuis 2015. Et avant, donc j'étais en Irak puisque aujourd'hui je suis aussi franco-irakienne. Ok, super. Merci beaucoup et bienvenue. Donc on le dit encore, bienvenue au J2J. Voilà, bienvenue. Je sais pas si on est à la hauteur de ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, mais en tout cas ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir ici. Je suis contente aussi d'y être. Ah, c'est gentil, merci. Et on va passer au vif du sujet. Qui est notre invité du jour, Mahaba, on le rappelle. Et on va tout de suite commencer avec le débat du jour. Mahaba, je vais te laisser raconter ton histoire. Prends ton temps. Alors je suis née donc en Irak, qui est la terre de la Mésopotamie, la terre de l'art, la terre des lettres, puisque c'est là que la première lettre a été écrite dans l'histoire, là où la première table de loi aussi a été faite, là où on a inventé la roue, on le sait pas, Ah mais bon c'est vrai, oui. C'est donc la terre des arts, des lettres et des lois, et je paraphrase ici Dubélé qui dit la France, mère des arts, des armes et des lois. L'Irak, le père des arts, des lettres et des lois. Je suis venue en France en 2015 et entre-temps, donc, j'ai vécu 12 ans là-bas. 12 ans de guerre. Tu t'en souviens bien? Comment? Tu t'en souviens bien? Je m'en souviens très bien puisque quand tu vis la guerre, quel que soit ton âge, tu développes une conscience telle que même à 6 ans ou même avant, on développe une mémoire qui est nécessaire au contexte. Et donc je suis née pendant cette invasion des États-Unis en 2003 pour éliminer Saddam Hussein du pouvoir. Et ils étaient censés amener la paix et la démocratie et ils nous ont amené le terrorisme et l'instabilité, puisque pendant 11 ans, il y avait une sorte de guerre civile qui ne disait pas son nom entre les minorités donc chrétiennes et yézidis contre les majorités surtout chiites. Puisque pendant que Saddam Hussein était au pouvoir, les minorités étaient protégées puisqu'il s'appuyait sur eux. Il faisait lui-même partie de la, entre guillemets, minorité sunnite. Et après ça, donc entre 2003 et 2014, je vagabondais, entre guillemets, disons ça, entre les différents villages et différentes villes qui étaient autour de Mossoul, puisque je suis née à Mossoul. Et donc entre cette période-là de 11 années de guerre civile, on sortait de chez nous puisqu'il y avait des menaces terroristes, puisque Al-Qaïda s'était installé et on ne savait pas qui étaient les membres d'Al-Qaïda puisqu'ils se mêlaient en fait dans la population, on ne savait pas qui pouvait l'être et qui ne pouvait pas. Et j'ai vécu des moments plus ou moins difficiles. J'ai eu une enfance que je dirais pas malheureuse, mais marquée par des moments malheureux plutôt. Et en 2014, c'était le moment le plus traumatisant puisque j'avais 11 ans, donc moi, je m'en souviens très bien. Et le jour de mon anniversaire, j'ai reçu le plus beau des cadeaux, et c'est ironique puisque c'était l'arrivée de Daesh à Mossoul, dans ma ville natale, pour détruire tout ce que j'avais connu là-bas. Et donc on avait le choix, puisque je suis de confession donc, chrétienne orthodoxe, et on nous a donné le choix entre sortir de chez nous, mais sans aucune de nos possessions, même les papiers, en gardant notre foi chrétienne, ou bien se convertir à l'islam et payer al-jizya, qui est une somme d'argent comme une taxe de vie pour rester dans la ville,
ou bien mourir le martyr pour la foi. Et donc, notre choix, très clairement, s'est tourné vers la sortie, puisque la mission de mes parents était de nous garder en vie et non pas de nous livrer au martyr, même si c'est quelque chose de très noble. Donc j'ai vécu 1 an au Kurdistan irakien, qui est une région au nord-est de l'Irak, qui est très protégée, qui a sa langue qui est une région assez indépendante en fait, qui est même son armée. Par un peuple indépendant, Oui, exactement. Oui. Il y a plusieurs peuples qui sont au Moyen-Orient, en Iran, en Turquie, en Syrie. Il y a une grande communauté en Irak sur 3 villes. YPJ, le PKK. Oui, il y a les Peshmerga aussi, qui est une armée aussi, exactement, qui ont été très braves pendant cette guerre-là. Et pendant cette année, donc, on avait l'espoir, à un moment, de pouvoir revenir, puisque pendant toutes les années qui précédaient, cette région était sécurisée, je veux dire. Oui, enfin c'était entre guillemets sécurisé, puisque ça a toujours été la région la plus sûre, la région la plus privilégiée de l'Irak. Mais pendant cette période-là, on avait quand même la peur qu'ils envahissent quand même cette région-là. C'était en 2015 la grosse offensive de Daesh. 2014. 2014. Oui, le siège était en 2014. Il a été installé en 2014. Et pendant toute cette période-là, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est qu'on avait toujours une valise faite avec des affaires, tout le nécessaire, qu'on avait dans un coin de la chambre et qui était prêt pour partir à n'importe quel moment du jour comme de la nuit. Et donc c'était quelque chose de très stressant, un objet en soi stressant, puisqu'on ne savait pas si on allait partir cette nuit-là. On était toujours tenu éveillé, mais jamais comme avant. Avant, on se disait que c'était une période limitée dans le temps, on partait de 3 mois, et puis on revenait. Là, on ne savait pas, c'était durable, et c'est resté, d'ailleurs, Daesh a été entre guillemets éradiqué maintenant, mais depuis seulement quelques années. Ses membres sont toujours dans la nature, mais l'organisation en soi a été démantelée. Mais donc je suis venue en France en 2015, et depuis je suis très heureuse. Donc, j'ai appris le français, j'ai appris l'espagnol aussi ici, et j'ai fait des études qui me plaisent beaucoup. J'ai appris le français et j'ai tellement aimé cette langue que j'ai fait une prépa littéraire, une prépa AL en plus. Ça reste bien, parce que arriver en France en 2015, c'est quoi, 5 ans après? Ouais, à peu près, 5-6 ans après. Tu parles mieux que nous, quoi. Ah bah, merci, mais c'était beaucoup de travail. Nous, en 16 ans, on fait encore des fautes de moi français. le premier. Elle parle sûrement bien mieux français que nous tous dans cette pièce. Bon, c'est un grand mot, non, bon. C'est sûr. Non, mais c'est parce que c'est une langue vraiment que j'aime beaucoup, une littérature qui me plaît énormément. Et voilà. Et cette année, donc, j'ai commencé une formation en sciences politiques et en sociologie à Dauphine. Rien que ça. Moi, en attendant, j'essaie d'écrire le mot dauphine. Donc, je pourrais donner des cours si tu veux. Ouais, j'y compte bien pour le bac de français. Là, on va avoir besoin de moi. Je pense. C'est quand même un Avec comble. plaisir. Mais ouais, et donc en arrivant en France. En quelle année c'était ça? En 2015. Oui. T'es arrivé en France, t'étais perdu un peu. Ah, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'était. Tu connaissais personne? T'avais pas de famille? J'avais de la famille, mais dans mon quartier, j'avais une tante. Okay. Mais en arrivant, on est arrivé pendant les vacances d'été et je ne savais dire que bonjour, merci et croissant comme tout bon touriste qui se respecte. Donc ça n'aidait pas beaucoup dans la vie quotidienne, on ne savait même pas prendre les transports. Et la première fois qu'on a pris le bus, on s'est fait contrôler et on ne savait pas en fait qu'il fallait prendre un ticket, on ne savait pas comment faire. Donc c'était un choc dans tous les points de vue. Même le choc thermique, puisque quand on est arrivé, il faisait 36 degrés en Irak, je venais en petite robe, et puis j'arrive ici, bam, 5 degrés, et puis, donc c'est un choc thermique, un choc culturel, un choc linguistique. Tout réapprendre en fait. Exactement, même réapprendre à être libre, réapprendre à être en sécurité. Ça fait aussi partie des choses que j'ai dû apprendre et réapprendre. Parce que ça fait aussi partie du processus, pour chacun d'entre nous en fait, à des degrés différents et pour des sujets différents. Dire que tu étais plus constamment en danger. Exactement. Désapprendre à avoir peur. À avoir peur, exactement. Ouais, ça j'avais déjà entendu témoignage. Ouais, non, quoi ta première impression réellement quand t'es arrivé en France? T'es arrivé en France, tu t'es dit... Perdu, mais la première chose que j'ai faite en arrivant ici, j'ai fait une sieste, un coma plutôt de 5 heures, en me disant mais en fait c'est un cauchemar, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive? Et je me disais mais en fait je ne comprends pas en fait. T'es arrivé à quel âge? À 12 ans.
Et les personnes qui nous ont accueillis pour le coup étaient vraiment adorables et jusqu'à aujourd'hui je leur suis reconnaissante. Mais je ne comprenais pas en fait pourquoi des personnes qui ne me connaissaient pas étaient aussi aimables avec moi, ils nous ont accueillis avec un tel enthousiasme et une telle charité que je ne le réalisais pas. Et donc ma première impression a été mais le ciel est bleu et la forêt à côté où je peux aller en sécurité. Je peux aller me promener dans la rue sans que rien ne m'arrive, sans avoir peur de me dire mais est-ce que si je sors toute seule, je vais rentrer chez moi ou pas? Est-ce que si mon père va au travail, je vais le revoir ce soir? Et ça, c'était quelque chose aussi, parce que le ciel n'était pas toujours bleu, dans tous les sens du terme, figuré comme propre en Irak. Est-ce que tu as des événements marquants que tu aimerais raconter, peut-être pendant ta période en Irak, ou tu préfères pas en parler, je sais pas. Si, je pense que au-delà du fait que j'ai un devoir de raconter aussi, ces choses-là pour conserver ma mémoire à moi, j'ai un devoir de mémoire collective. Puisque si on ne le raconte pas, tout s'efface, mais qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre, comme le dit quelqu'un de très sage dont j'ai oublié le nom. Mais l'histoire ne doit pas se répéter, et je dis ça dans un contexte où le Liban se fait attaquer, les gens aussi à Gaza se font attaquer pour pas grand-chose en tant que civil. Et donc, oui, il y a eu des moments marquants, et par exemple, quand j'avais 6 ans, j'étais en CP, et je souhaite à personne d'avoir les mêmes souvenirs que moi quand j'étais en CP, puisque un beau jour, j'étais en cours, et mon école était collée à une église, et mon école et l'église se vont bombarder en même temps. Et donc, c'était l'une des premières fois où j'étais vraiment confrontée à la mort, mais au premier rang, littéralement. Et j'ai pu y échapper sans aucune égratignure, sans aucune poussière, disons. Et j'étais avec 2 amis, on a pu escalader plusieurs murs, on est passé de maison en maison et on a pu y échapper. Dans cet événement, alors que ma sœur et mes cousins me cherchaient, et ma mère aussi, on a pu y échapper avec mes 2 amis. Et quelques mois après, donc cette même année qui était un peu maudite pour moi... C'était en quelle année? C'était entre 2009 et 2010. Okay. L'école bombardée, c'était en 2009, et en 2010, donc quelques mois après, en début d'année, j'étais dans un quartier où on n'était que 3 familles chrétiennes. Et un jour, ma mère était enceinte de ma sœur, et mon cousin appelle pendant plusieurs semaines et insiste pour qu'on aille dormir chez eux, voilà, si jamais, parce qu'il y a l'hôpital près de chez eux. Et donc un jour, ma mère dit à mon père, bon, on y va pour une nuit pour qu'il se calme, et après on revient. Donc elle prend un sac avec les affaires du bébé et des pyjamas pour nous, et on s'en va. Il est à ce moment-là 17h20, et c'est un détail très important, puisque chaque seconde compte quand tu es dans un pays en guerre. Et à 17h30, on apprend que, à 18h plutôt, on apprend qu'à 17h30, Al-Qaïda était venu toquer à notre porte pour chercher mon père, et que, ne le trouvant pas, ils sont passés à nos voisins, et ont tué le grand-père, et 2 de ses fils, dont un qui avait 2 filles de 1 an et de 3 ans, devant les yeux de sa femme, de ses 2 filles, de sa mère, donc la femme aussi de celui qui a été tué du grand-père. Et c'était entre guillemets pour donner un exemple aux filles, pour savoir que c'est ce qui allait leur arriver si jamais elles ne se convertissaient pas. Ils étaient revenus chercher mon père, mais les voisins ont dit ils ne sont pas là, ne les cherchez pas ici, revenez dans quelques jours, ils seront de retour. Et évidemment, on n'est pas rentrés. Vous avez été prévenus entre-temps? On a été prévenus par le frère qui est un très bon ami, en fait c'était les meilleurs amis de mon père depuis 30 ans, et donc il appelle, et je me souviens très bien que c'était le carême et mon père faisait des falafels dans la cuisine, et donc on a été prévenus, et la même nuit on a pris nos affaires qui n'étaient vraiment pas grand chose parce qu'on avait que nos affaires de rechange pour aller dans les pyjamas, et on est parti pendant quelques mois, puis on est revenu. Ah ouais, vous avez eu le courage de revenir quand même. Et on n'a pas le choix, on a des écoles, on a le travail de nos parents, et puis c'est notre ville, on peut pas abandonner Mossoul d'une façon rapide et aussi durable, puisque c'est là où on est né, c'est là où mes parents se sont mariés, c'est là où toute notre vie était construite. C'est inimaginable de partir. C'était inimaginable. Et même pour partir, pour venir en France, c'était une décision, je pense que c'est la meilleure décision qu'on ait prise dans notre vie, et j'en suis tellement heureuse aujourd'hui. Mais sur le moment, c'était pour certains, ils pensaient que c'était une façon d'abandonner, une façon de trahir son pays. Ah oui, okay. Mais c'était aussi une façon de se protéger, puisque depuis des dizaines d'années, depuis les années 2000, en fait, le début des années 2000, on recevait des menaces chez nous. Enfin, moi, on n'a pas reçu chez nous, mais des proches en ont reçu avec une enveloppe, et dedans, tu avais une balle de pistolet, plus un jour et un horaire. Et tu savais que si tu ne sortais pas de chez toi
ce jour-là, à cette heure-ci, c'est ce qui allait arriver. Donc c'était une menace constante, c'était une menace réelle, mais bien que cachée, on ne savait pas si notre voisin allait nous trahir, on ne savait pas si on pouvait lui faire confiance, et ce qui est arrivé d'ailleurs en 2014, les gens qui sont arrivés de Syrie, donc les membres de Daesh, ne savaient pas qu'ils étaient chrétiens dans la ville, ils n'étaient pas de la ville. Mais quand ils sont arrivés à 200, 300 personnes, ils étaient quelques voitures, quelques chars, littéralement, en une seule nuit, du jour au lendemain, les membres de Daesh sont devenus des milliers et des milliers, puisque les membres de la ville de Mossoul étaient des complices, et donc qui ont donné des noms, qui ont donné des adresses, et qui se sont aussi, qui ont fait partie. Donc c'est une réalité quand même. C'est une réalité. Ouais. Toi, tous ces événements, ça, par exemple, les messages de, comment on dit, les menaces de mort, les menaces, tout ça, sur le moment, tu te rendais compte ou pas, ou t'étais encore un peu jeune et pour toi c'était un peu entre guillemets normal, c'est triste, mais toi c'était... En fait, je pense qu'il y a deux éléments de réponse à cette question. D'abord, sur le fait d'avoir conscience ou pas de ce qui est arrivé. Je pense que dans la vie d'un enfant en guerre, il y a deux phases. La phase de conscience portée sur celle des parents. Donc j'ai conscience de ce qui m'arrive à travers ce que mes parents me disent, à travers le regard de mes parents et ce qu'ils ressentent, puisque je ressentais ce qu'ils ressentaient, mais d'une autre façon. Ils nous disaient toujours que ça allait, ils nous faisaient, ils nous disaient ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Et c'était je pense, très douloureux pour des parents d'apprendre aussi, par exemple, à ne pas mentir à des enfants, mais de leur dire quand même, il faut faire attention à ce que tu dis à telle personne, est-ce que si un inconnu vient te voir en te posant des questions sur nous, tu ne délivres pas la vérité ou toute la vérité. Et donc à ce moment-là, j'avais conscience de ce qui m'arrivait, mais par exemple dans l'événement que j'ai raconté sur le bombardement quand j'étais en CP, j'avais conscience de ce qui arrivait, mais comme si c'était dans un film. C'était un film d'action pour moi en fait. Il fallait s'échapper parce qu'il y avait l'adrénaline, mais qui m'a poussée à vraiment m'en sortir d'une façon que aujourd'hui peut-être que je penserais impensable. Donc ça c'est la première phase. Et la deuxième c'est celle de la conscience réelle et propre, puisque à partir d'un certain moment, tu penses par toi-même et tu sais ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas forcément toutes les raisons. Tu ne comprenais pas toutes les raisons de ce qui m'arrivait. Je ne savais pas pourquoi ça arrivait à moi, je ne savais pas pourquoi ça arrivait à moi à ce moment-là, et je ne savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Mais je savais que c'était grave, et je savais qu'il y avait certaines façons de s'en sortir, physiquement et moralement. Et donc, c'était une conscience qui s'est développée avec le temps, et qui vers la fin pesait, mais pas tant que ça. Dans le sens où, là c'est le deuxième élément de réponse, c'est que quand on n'a vécu que ça, on a connu le monde extérieur qu'à travers les films, qu'à travers la télé, qu'à travers les livres. Parce que je lisais beaucoup, mais je regardais aussi beaucoup des films occidentaux. Et je savais, par exemple, j'étais très fan de Victor Hugo. J'aimais beaucoup Victor Hugo. Elle était très présente, la culture occidentale, là? Pas beaucoup, ça dépend. Il fallait la chercher. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'écrivains, etc., même de réalisateurs arabes qui sont très très bien et très connus. Mais moi, j'aimais aussi m'aventurer dans des mondes qui n'étaient pas les miens à l'époque. Et tous les Disney, je les regardais, et j'avais avec une fascination, mais même des séries américaines, en me disant mais c'est vraiment à ça que ressemble leur vie, ça doit pas être vrai en fait, parce que tout ce que j'ai connu moi, ça n'a rien à voir. Et je me disais mais en fait je sais pas ce que je préfère entre ce que je vis et entre ce que eux vivent, malgré tout le stress, malgré la pression permanente, puisque c'était un présent auquel j'étais habituée, que je pouvais apprécier par moments, puisque c'était pas que des moments de stress, il y avait des moments aussi très heureux, des moments chaleureux. Parce que justement. Tu fais ça en famille, tu fais ça en famille, mais. En fait. Vous êtes très soudés. Exactement. C'est une famille personnelle. Quand tu vis la guerre, tu n'en parles pas. Et ça, c'est une constante, puisqu'il faut survivre. Quand tu survis, tu ne parles pas de ce qui te pousse à survivre. Tu vis le moment présent et tu développes des façons d'y échapper autrement que physiquement, puisque par moments, on ne pouvait pas y échapper. Et donc, ça passait par des moments très chaleureux en famille, par le fait d'aller pratiquer dans une église avec une grande communauté, avec une ferveur qui portait en fait, et on se sentait pas sur terre. Et j'ai le souvenir de beaucoup de moments comme ça là-bas. Et c'était aussi une chose qui aidait à surmonter toutes les difficultés qu'on vivait. Vous étiez beaucoup de chrétiens à Mossoul? À Mossoul, on était beaucoup de chrétiens, c'était l'une des plus grandes communautés. Et en général, en Irak, avant la guerre de 2003, il y avait à peu près 2 millions de chrétiens sur une trentaine de millions de personnes. Aujourd'hui, il y en a entre, je crois, 300 000 personnes et 400 000 personnes maximum, sur 44 millions d'habitants. Donc c'est une communauté qui s'est petit à petit estompée, je dirais ça comme ça de façon poétique, puisque ce n'est plus notre terre. Alors que c'est justement la terre des premiers chrétiens. C'est par saint Thomas lui-même qui est venu, qui a mis en place, qui a donné cette foi, qui a donné l'impulsion avec des premiers évêques justement dans le nord de l'Irak, donc avec Mossoul notamment. Mais malheureusement, l'histoire se refait parfois. Comme au Liban. Comme au Liban. Le Liban aussi, c'est une terre jusqu'à la fin du siècle dernier.
il y avait quand même plus de chrétiens que de musulmans. Ouais, par c'est exemple, vrai. il y avait 52% de chrétiens, dont beaucoup, je crois 28% de maronites. Et aujourd'hui, bon, la population se renouvelle et le problème n'est pas forcément la proportion pardon, de chrétiens ou de musulmans. Le problème est la proportion de l'intensité des violences qu'il peut y avoir contre ces populations. Parce que tu me dis si je m'entends, mais en fait vous viviez en symbiose, qu'il n'y avait pas de problème avec les musulmans, les chrétiens. Ça dépendait des moments et des endroits. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens d'un village où j'ai habité pendant un bon moment, pendant presque un an, où j'ai vécu, je pense, l'une des plus heureuses des années de ma vie. L'une des plus heureuses années, pardon. Je me trompe, ça m'arrive de me tromper aussi en français. C'est franchement pas nous qui Mais, vont non, mais voilà. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai pas compris. J'aurais pas dû. J'ai pas compris J'aurais la pas faute. dû. Mais j'ai vécu une vraiment très heureuse année. Et là, je ne ressentais pas vraiment de différence en fait. Et j'avais pourtant 9 ou 10 ans, je sais plus. Je me promenais de façon assez... Enfin, je me sentais en sécurité. C'était un village où il y avait beaucoup d'Yézidis. C'est une autre confession qui n'est ni l'islam ni le christianisme. C'est des personnes qui vivent vraiment avec une paix avec tout le reste du monde qui est autour d'eux. Et c'est impressionnant. Et j'avais plein d'amis, j'étais hyper heureuse, je faisais du théâtre, j'allais d'église, enfin, il y avait 2 églises, ça c'est une anecdote que j'adore parce que c'était un moment où je finissais les cours assez tôt, parce que le système n'est pas du tout le même qu'en France, et on terminait les cours assez tôt, vers midi ou 13h quand on est primaire, et j'allais acheter un sandwich de falafel, j'allais voir ma mère dans son cabinet, et puis après j'allais dans une église orthodoxe, et puis une demi-heure après j'allais dans l'église catholique, et après j'allais voir mes amis. Enfin, c'était vraiment une... Oui, on vivait en symbiose, il y avait une cohérence interne à ce village, même si les gens n'étaient pas de la même confession, même si je parlais aussi avec des gens de classes différentes, d'âges différents. Mais à Mossoul, il y avait aussi le fait que la communauté chrétienne était tellement installée qu'ils ne pouvaient pas, en fait, on pensait impossible qu'ils nous chassent, mais il y avait aussi certains moments où on se sentait menacé. Donc, même si les meilleurs amis en fait qu'on se faisait étaient musulmans, dans la plupart des cas, il y avait une menace parce qu'on ne savait pas qui allait nous trahir, qui allait. Même si c'était à une période donnée, il y avait quand même une certaine cohérence interne dans le pays, il y avait une cohésion entre les différentes Il y a religions. toujours cette atmosphère de conflit, mais malgré tout on passe outre. Je veux dire, Oui, on est obligé de vivre avec. Oui. Et de... Mes meilleurs amis étaient J'imagine. autant musulmans que chrétiens que yézidis. Personnellement, je ne faisais pas forcément la différence. Ouais, bien sûr. Et Surtout en fait, en tant qu'enfant, on ne fait pas la différence. Même si, et je raconte des anecdotes sans porter aucun jugement sur aucune religion, mais ça m'est déjà arrivé que quand j'avais 6 ans, 7 ans, des personnes de confession musulmane viennent me dire que j'allais aller en enfer puisque j'étais pas musulmane, par exemple. Ça arrive. Ouais. Et je ne nie pas la réalité, mais je ne dis pas que tous les musulmans sont comme ça. Bien sûr, non. Ça, oui. Sans aucun jugement sur la religion. Ouais, bien sûr. Plutôt sur les musulmans en soi. Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est toute la période en France, parce que c'était pas plus simple. T'arrives dans un milieu que tu connais moins, même pas du tout, avec des gens qui peuvent parfois juger très facilement. On sait, malheureusement. Malheureusement. Et en France, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans des moments très compliqués où t'as pas d'amis, c'était déjà de dire j'en peux plus, je vais baisser les bras, j'arrive pas, c'est trop compliqué, ça me manque quoi. C'était déjà arrivé d'essayer de baisser les bras Ça m'est arrivé, je dirais, à ce point-là, une fois, il y a 2 ans, parce que en arrivant en France, j'avais la volonté de m'intégrer, j'avais vraiment une volonté, mais je me disais que j'allais survivre, que j'allais surmonter les difficultés, et même si au début, quand j'écoutais la télé, je me disais mais quand est-ce que je vais parler avec une telle aisance, quand est-ce que je vais maîtriser le français, c'était trop compliqué pour moi, et en arrivant au collège, j'ai fait face à du racisme, et plus tard aussi dans mes études, j'ai fait face aussi à du racisme, dans le cadre cadre académique et à l'extérieur aussi. Mais une fois ça m'est arrivé de me dire mais en fait c'est trop compliqué, je vais pas forcément par rapport à l'Irak, mais de me dire mais en fait j'arrête là, j'en ai marre, et j'étais au plus bas, c'était pendant mon année d'hypocagne, et ceux qui me connaissent savent que mon riz
mon rire retentit dans tous les arrondissements de Oui. Paris et réveille la France tout entière quand Oui, il je retentit. confirme. Voilà, tu confirmes. Et pendant cette année d'Hippocagne, j'ai commencé par avoir une joie de vivre en me disant mais ça va être super, etc. Je vais apprendre beaucoup de choses. Et effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. Mais j'ai appris aussi qu'il ne fallait pas abandonner parce que pendant toute l'année, j'étais dans un trou noir où c'était un cercle vicieux où je n'allais pas bien et je me disais mais en fait rien ne va, donc rien n'allait, donc j'allais encore plus mal. Et pendant 5 ou 6 mois, entre novembre et mai, j'étais au plus bas. Et vraiment, je me disais, mais je vais abandonner, j'en ai marre, je ne veux plus rien faire, je ne sais plus rien faire, et je ne vais rien faire de ma vie. Heureusement, je me suis raisonnée, et avec la volonté que j'avais construite, avec la foi, avec les amitiés que je me suis créées, puisque j'ai jamais eu de moment où j'aime beaucoup socialiser, donc je parlais aussi autour de moi. Et j'avais du mal au début à avouer que j'allais mal. Et puis après, j'ai surmonté ça et évidemment que tout le monde a des moments de doute. Évidemment que tout le monde a des moments où il se dit mais ça ne sert à rien, je ne vais pas y arriver. Et surtout, pardon, tu... Oui, pardon. C'est à cause de la prépa ou d'autres facteurs qui viennent en jeu? C'est un peu tout. C'est le fait de me dire, mais en fait, c'est trop compliqué, c'est pas fait pour moi. Donc la prépa, en tant que prépa, puisque c'est dur pour tout le monde. Mon frère, il a eu ça aussi. Ah bah voilà, exactement. C'est très dur la prépa, il faut avoir vraiment un mental en acier, mais en fait, on n'arrive pas avec le mental, on se crée le mental pendant la prépa. Wow, et surtout... Merci, merci, pas avec je le sais. mental, on se le crée le mental. Retenez cette phrase. Merci. Ça, c'est une phrase. Ce sera cité. Ça, c'est une punchline. Merci. Mais aussi le fait que pendant cette prépa, par exemple, j'ai aussi vécu au niveau social des moments compliqués. Je ne donnerai pas de détails, mais des moments compliqués dans le sens où j'ai fait face à des discriminations Ouais, bien sûr. qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas lieu d'être et qui ont remis tout ce que j'avais construit en question, ce qui n'aurait pas dû arriver en fait, puisqu'il ne faut jamais remettre en question ce qu'on est à cause du regard des autres. Ça aussi c'est très important quand on est dans nos années de construction. Il faut se remettre en question soi-même, mais jamais à cause du regard des autres. Il faut écouter les conseils de personnes qui tiennent à nous, qui veulent notre bien, qui le disent avec bienveillance, mais il ne faut pas se remettre en question et déconstruire des choses qu'on a construites nous-mêmes parce que ça ne plaît pas à tel ou tel ou parce qu'on a reçu des discriminations, des injures, des choses comme ça. Ouais, ok. Merci. Qu'est-ce qui, du coup, t'a, entre guillemets, porté dans ces moments plus compliqués? T'as dit ta famille. Je sais, t'as une famille très soudée. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Vous avez tout vécu ensemble, du début jusqu'à la fin. Est-ce que ça a été aussi compliqué pour eux, non? Plus de s'intégrer je veux dire, pas que pour toi. Au niveau familial, oui, au début c'était assez compliqué, puisque quand tu arrives dans un pays comme ça, tu dois être soudé. Mais mes parents ont tout abandonné à un âge assez avancé, quand même. Ouais. Mes parents avaient vécu toute leur vie là-bas, ils avaient tout construit là-bas. Et arriver ici et devoir tout refaire, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, ils exercent des métiers qui ne sont pas du tout conformes à leur formation d'origine, mais ils sont très heureux. Même si les 2 premières années étaient assez compliquées, il fallait se refaire son réseau, Parler il fallait français. Exactement apprendre à parler français, Ah, alors oui. qu'ils avaient quand même, ils étaient engagés dans leur quarantaine, ce qui n'est pas très facile pour apprendre de nouvelles langues. Mais tout marche aujourd'hui, tout va bien. C'était assez compliqué, mais on s'est intégré, on a eu la nationalité au bout d'un temps assez record quand même, parce que normalement c'est 5 ans pour demander la nationalité, et nous on l'a eu au bout de 3 ans et demi. Ouais. Mais c'était quand même génial, et la culture française nous plaît énormément. Mon père d'ailleurs nous en parlait avant même d'arriver en France, et donc c'était difficile, mais à la fois on avait toujours eu envie de s'intégrer. On s'est jamais dit que c'était une option. Ça a toujours été une évidence. Ok, ouais. C'est beau, franchement, c'est super beau. Moi, franchement, franchement, j'ai pas de mots. C'est le respect qu'on a. En fait, je nous sens presque illégitime à avoir. Ouais, franchement, ça, nous, ouais, à côté de c'est ça, ça. on a vraiment une vie
vie cool quoi en fait. Bah, voilà. Mais je souhaite. On se plaint Ouais. des petits problèmes qu'on a alors qu'en fait, Ouais, c'est vrai qu'on se plaint rien, de quoi. trucs genre notre bus est en retard, on va se plaindre. Mais c'est ça. Je vous rassure, moi aussi je me plains. Quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, quand le bus est en retard, je me plains aussi, ça On a le droit de m'arrive. se plaindre. Donc. Oui, vous avez le droit de vous plaindre Ouais. et surtout, chaque douleur est légitime. Chaque plainte, non, chaque douleur est légitime. Les plaintes, ça dépend lesquelles. Certaines sont légitimes, Bien sûr. mais il ne faut pas se sentir illégitime de se sentir mal aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire. Puisqu'il y aura toujours des malheurs dans le monde, il y aura toujours des gens plus malheureux, il y aura toujours des gens qui iront moins bien que vous. Mais moi, ce que je souhaite à chaque enfant dans le monde, c'est d'avoir justement une enfance qui ressemble à la vôtre, qui est en sécurité, avec une famille aimante, dans un climat de paix, où vous connaissez ce que c'est Clair. réellement ce que veut dire le mot paix et sécurité, puisque c'est pas donné à tout le monde. Moi, je les connaissais à travers les films et à travers les livres. Je ne connaissais pas leur signification réelle avant d'arriver en France. Donc c'est ce que je souhaite pour chaque enfant, que ça devienne la norme pour chaque enfant. D'ailleurs, comme tu disais, tu regardais un peu des films américains et tout d'accident, t'as dû être un petit peu déçu en arrivant en France. C'était Un pas, petit peu. c'était pas le rêve américain. Ah, c'était pas le High School Musical, quoi. Enfin, c'était il y avait des casiers comme dans les films, mais bon, il y avait, enfin, c'était pas le rêve, mais quand même, la France, moi j'adore vraiment, c'est mon pays de rêve, hein, la France. Ouais. Mais je veux dire, tes parents t'en parlaient avant d'arriver. Ils étaient déjà venus en France avant ou pas? Non, non, jamais. Et aussi, ils devaient vous T'avais dire. ta tante qui vivait en France. Oui, c'est ça. Ouais. Ils devaient vous dire, ouais, la France est comme ça, non? Ou... On n'avait pas d'a priori. Non, pas du tout. On n'avait pas beaucoup d'a priori. On avait entendu des témoignages de personnes qu'on connaissait qui étaient en France. On nous avait un peu prévenus sur certains détails, mais on l'a découvert ici. Et c'est comme ça aussi que ça s'est fait. C'était assez difficile de comprendre le monde, le climat, l'univers français. Mais une fois qu'on est dedans, déjà on est obligé de s'y faire. Mais Ouais, aussi c'est tellement riche qu'on n'a jamais fini d'en apprendre sur la bien France. sûr. Et évidemment, il y a des défauts. Mais ça, c'est pour. Il n'y a pas un pays qui est sans défaut. Et la France, je pense, on est très bien. On est très très bien. En défaut, on est très bien aussi. Ah, ça dépend. Oui, mais bon. Je me lance pas Ouais. sur le sujet. Et pourquoi la France? Pour beaucoup de raisons. D'abord, je pense que c'est la raison première, c'est qu'on avait de la famille ici. Mes grands-parents et une tante qui nous en parlaient, qui nous disaient beaucoup de bien de la France, qui avaient pu donc démarrer le processus pour la demande d'asile. Et aussi parce que la France est quand même le pays des droits de l'homme. C'était connu et c'est toujours connu pour ça. J'espère que ça le sera encore demain. Ouais, on le Et souhaite. aussi parce que dans le contexte de 2014-2015, Hollande avait ouvert une politique d'immigration qui était plus accueillante pour les réfugiés politiques, ce qui nous arrangeait puisque nous étions réfugiés politiques. Donc c'est un ensemble de choses qui a fait que la France était la solution idéale. On a beaucoup de familles qui étaient allées dans d'autres pays européens, mais franchement, pour avoir vu aussi en arrivant en France et en faisant des voyages dans beaucoup de pays européens, je préfère la France largement. Ouais, bah après, il y a eu un cheminement aussi en France, je veux dire, ça n'a pas été Oui. simple aussi Ouais. d'écrire tout ça. Et changer les mentalités et tout. Et est-ce que tu es retourné en Irak depuis 2015 ou t'as pas eu cette occasion-là et sinon, est-ce que tu aimerais aller Une fois, oui, je suis retournée une fois en 2021. C'était la première fois et la dernière fois depuis. Ouais. C'était assez beau comme voyage. C'était pour voir ma famille principalement, puisque j'ai encore de la famille là-bas, mais ça n'avait pas duré très longtemps, c'était 3 semaines. Mais c'était à la fois très beau, donc comme je disais, puisque j'ai revu des cousins que je n'avais pas vus depuis 6 ans, qui étaient comme des frères pour moi. J'ai revu des paysages qui m'étaient familiers, mais qui étaient devenus assez étrangers à la fois. Le soleil n'était pas le même, le ciel n'était pas le même, les paysages étaient, je les percevais de façon différente, ce qui m'avait un peu aussi donc, fait du mal, disons, qui m'avait fait de la peine, de revoir le village dont je parlais par exemple tout à l'heure, de le revoir complètement détruit et donc mes souvenirs avec, puisque j'en avais le souvenir de mes jours les plus heureux. Et là c'était... Ouais, ça devait être- oui. Ça devait être un peu troublant de retourner sur tes pas. Très. Quoi. Mais je veux dire, quand tu y es retourné, t'étais dans je veux dire, tu t'attendais à quelque chose en y retournant, tu te disais non, Non, je ne m'attendais à rien.
Je me disais simplement que j'étais contente d'aller revoir ma famille. Ouais, bien sûr. Mais je ne m'attendais à rien. Et en arrivant, c'était pas comme en France, mais un peu quand même, dans le sens où je ne réalisais pas. Et c'était comme si je n'avais jamais quitté l'Irak, mais en même temps comme si ça faisait des années et des années que je n'étais pas venue. C'était un sentiment assez bizarre, où à la fois j'avais l'impression d'être chez moi et de ne pas être chez moi. La France m'a manqué, honnêtement, quand j'étais là-bas. C'était dur les derniers jours, j'avais vraiment envie d'être chez moi ici, en fait. Mais c'était un sentiment troublant. C'était un sentiment de se dire, mais en fait, c'est ma terre d'origine, mais plus rien à part les personnes avec qui je suis ne m'y lie. Dans le sens où j'adore l'Irak et je suis très fière d'être irakienne, mais je me sens mieux ici. Et même si je me suis sentie très bien aussi avec des personnes là-bas, des personnes que j'aimais, les paysages sont là, mais on ne les voit plus de la même façon. Les rues sont là, mais ils ne sont plus bondés par les mêmes personnes qu'on aime. Les églises sont là, mais ce sont des débris. L'église où j'ai été baptisée, par exemple, aujourd'hui c'est un parking de voitures, alors que c'est une église qui datait du 3e siècle. Les monuments sont là, mais donc complètement détruits. Les souvenirs sont intacts, mais les endroits où on les a créés ne sont plus là. Donc c'est assez troublant. Ouais, bien sûr. Waouh. Je veux dire, cet épisode va être tellement plus intéressant. Non, c'est clair. On peut souligner quand même Maba parle très très bien. Je me non mais c'est vrai, mais tu lides, tu lides tout. Je cherche mes mots, c'est pas possible. Mais je sais pas quoi dire. Si on devait, parce que nous vraiment on n'a rien à voir avec tout ça, tu devais laisser un message aux plus jeunes qui nous écoutent, notre âge, ou même plus jeunes ou plus âgés, ceux qui sont un peu dans des périodes plus compliquées, comme toi en arrivant en France, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui galère un peu en ce moment? Je pense que j'ai 2 messages à délivrer à la jeunesse et plus généralement à toute personne qui nous écoute aujourd'hui. Le premier message est celui de la persévérance et de la pugnacité. Je ne sais pas si vous connaissez tous ces mots. Moi oui, Marc, je pense pas. Oh là là, elle attaque personnelle. C'est faux, je ne sais absolument pas. La pugnacité, c'est comme aussi une sorte d'opiniâtreté. Non. Ok, d'accord, je le dis plus simple. L'opiniâtreté, c'est une forme encore plus forte de la persévérance, et se dire, j'ai l'audace de croire que nul obstacle et que nulle difficulté ne saura être surmonté. Dans le sens où, dans la vie, le pire qui puisse t'arriver, c'est de perdre. Et alors? Et le mieux qui puisse arriver, c'est de gagner, et tant mieux. Donc entre les deux, il y a des étapes, entre les deux, il y a des nuances à ça. On peut considérer certaines choses comme un échec ou comme des rebonds. Jamais il ne faut se dire j'ai échoué cette fois, donc je vais échouer la prochaine fois. Mais il faut se dire j'ai échoué cette fois, pourquoi j'ai échoué cette fois? Et se baser sur cet échec pour construire le succès d'après. Bien sûr, On ne peut pas tout réussir dans la vie, mais on ne peut pas tout échouer non plus. Chaque échec doit être... Enfin, c'est assez bateau comme chose à dire, de dire oui, il faut des succès avant d'arriver... il faut des échecs avant d'arriver au succès, ça fait partie du processus. C'est vrai, mais en fait, avant d'arriver à ce succès-là, il y a beaucoup de difficultés avant, et ça on le néglige. On pense que ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là on les voit au moment où ils ont réussi. On n'a pas vu toutes les années qu'ils ont passées à galérer, on n'a pas vu tous les moments où ils étaient au plus bas. Et ça c'est vrai aussi, parce que beaucoup de gens me disent mais oh là là, comment tu fais, etc. Mais moi aussi, il y a des soirs où je pleure dans mon lit, voilà. Il y a des jours où je me dis mais je suis une merde, mais je vais jamais y arriver. Mais en fait, c'est ces moments-là aussi qui comptent. C'est se dire oui, aujourd'hui je vais mal, mais demain j'irai mieux. Et parce que j'ai réussi certaines choses dans ma vie, je sais que je vais y arriver la prochaine fois. La persévérance, c'est pas de se dire je vais faire beaucoup de choses en peu de temps, ou je vais tout réussir parce que j'ai envie. L'envie, ok, elle est là, la motivation, elle doit être là, mais la motivation c'est quelque chose qui peut se faner, c'est quelque chose qui est assez sporadique. Donc, spontané. Oui, c'est ça. Ça peut venir, ça peut partir. La persévérance, c'est se dire, je fais un peu aujourd'hui, je ferai un peu demain, mais dans 1 an, dans 2 ans, j'atteindrai mon objectif. La persévérance, c'est se dire, malgré les difficultés, je vais y arriver. Malgré ce qui m'arrive aujourd'hui, je vais arriver à ma destination. Le processus pourrait être difficile, mais si ce que je veux est vraiment mon but ultime, je ferai tout pour y arriver. Et ne pas avoir peur d'aller chercher ce qu'on veut. Moi, dans toutes mes expériences, je n'ai pas cherché des portes ouvertes. J'ai cherché à défoncer des portes qui étaient fermées à clé, avec des serrures, enfin voilà. J'aime bien aller confronter
me confronter à la difficulté. Puisque c'est là qu'on se construit. C'est pas avec une vie facile qu'on va réussir. C'est avec une vie où on se dit, ok, là c'est dur, mais c'est ça le plaisir. Le plaisir est de se dire, c'était tellement compliqué que je suis vraiment, mais tellement contente d'y être arrivée encore plus que si c'était juste un truc facile à faire. C'est comme une note, enfin c'est assez bateau aussi, avoir 16 parce qu'on a des facilités, c'est pas comme avoir 16 après avoir galéré à avoir que des 6 toute l'année. C'est pas la même chose. Et donc, le premier message est la persévérance. Et le deuxième message est destiné à toutes les personnes qui pensent n'avoir aucun plan pour l'avenir ou qui ont au contraire un plan tracé. Jamais il ne faut tracer une ligne droite pour sa vie et se dire que si je dévie, j'ai échoué. La vie n'est pas faite de lignes droites, malheureusement. Elle est faite de courbes, elle est faite de bifurcation, elle est faite de ronds-points où on retourne à son point de départ, mais elle n'est pas faite de ligne droite. Ça serait triste de faire une ligne droite et de se dire si je n'y arrive pas, c'est un échec, si je bifurque, c'est que j'ai pas réussi. Au contraire, il faut se laisser le temps, il faut se laisser aussi un espace de découverte. Il faut laisser le temps et l'espace au hasard, aux rencontres, de te faire découvrir des choses que tu ne soupçonnais pas en toi et dans les autres. Se dire que aujourd'hui je ne savais pas que je savais faire telle ou telle chose, je ne savais pas que j'avais telle ou telle capacité, je ne savais pas que telle chose existait. Par exemple, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai découvertes dans mon parcours académique ou personnel grâce à ces rencontres, grâce à ce entre guillemets hasard, même si moi je ne crois pas vraiment au hasard en tant que tel, mais il faut se laisser l'occasion de découvrir l'insoupçonné, vraiment. Il faut persévérer donc et se dire que si je veux y arriver, mais rien au monde ne pourra m'arrêter, et si on me pose des obstacles, et ben je serai l'obstacle à cet obstacle. Ça c'est une chose aussi de mentalité. Pour beaucoup de projets que j'ai menés, des gens qui me mettaient des obstacles, ben en fait ils ne me connaissent pas, parce que si je veux faire un truc, et ben je le fais. C'est un peu enfantin, mais il faut garder cette âme d'enfant. Moi j'ai en moi cette âme d'enfant qui me dit mais en fait si je veux vraiment ce truc, mais qui que ce soit, celui qui me contredit ou celui qui veut m'empêcher de faire ce truc, mais je vais y arriver et j'en ai pas grand chose à faire en fait de ce qu'il pense. Et c'est pour ça aussi que quand je dis ne pas se faire de ligne droite dans sa vie, ce serait triste de se dire bon bah en fait j'ai fait prépa, puis après je vais faire l'ENS et ensuite je ferai une carrière dans l'enseignement, dans la recherche et puis ma vie ira bien. C'est très bien si c'est ton but dans la vie, c'est très très bien. Mais il faut aussi se laisser, même dans ce parcours-là, l'occasion de découvrir. Puisque même en tant que normalière, on peut apprendre des choses et les gens peuvent nous apprendre des choses. Et je ne dis pas ça parce que j'ai pas eu l'ENS. mais quand on a une ligne droite tracée, on n'a jamais l'occasion de faire des crises. On n'a jamais l'occasion de dévier en fait de droit chemin. Il faut dévier le plus tôt possible pour ne pas le faire à un moment où tout est censé être... Non. Pardon, je l'ai pas en français. Être bien en Oh place. là là, Pardon. Ça va. Elle se perd entre les langues. Excusez-moi. Non mais bon. Merci. Waouh, très beau message pour tous ceux qui nous écoutent. Donc retenez tout ce qu'a dit Mahaba. Je vais pas tout recommencer depuis le début, mais ne lâchez pas, ne croyez jamais que c'est la fin et que on n'y arrivera jamais. Et garder une âme d'enfant, c'est très important. Ouais, c'est vrai aussi. Merci beaucoup Mahaba Merci beaucoup. pour Merci ces à vous. messages. C'est C'était un magnifique. plaisir. C'est que vraiment, j'ai mal au ventre. Oh. Non, j'ai. Ah non, je sais pas. Je suis gêné de parler après toi. Mais il faut pas. Je suis aussi un humain, hein, tu sais. Au revoir Marc. Au revoir Charles. Et au prochain épisode de J2J. Merci beaucoup. Merci.